à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à vous tous, amis paysans et amis des paysans venus de toute la France, dans des conditions difficiles cette année. C'est une très grande joie de vous retrouver. Vous savez que nous nous réunissons ici pour nouer et vivre des amitiés, pour réfléchir et prier ensemble. Nous ne sommes ni un parti politique, ni un syndicat. Les sujets que nous traitons ne sont pas directement liés aux besoins agricoles du moment, mais ils concernent la vie paysanne dans son ensemble et dans sa cohérence vitale. Pourtant, souvent l'actualité semble entrer dans notre sujet avec toute sa violence, et c'est particulièrement vrai aujourd'hui où il serait difficile de ne pas la prendre en compte. Elle éclaire d'ailleurs d'une lumière nouvelle ce dont nous allons parler, la fécondité. En effet, la fécondité est, comme vous le savez, la capacité de produire du fruit. Et cette révolte qui a soudain fait surface avec la violence d'un ouragan a révélé que la vie paysanne n'arrive plus à produire du fruit. Elle a été stérilisée. Nous allons essayer de cerner les causes profondes de ce mal et nous verrons ensuite quelle est l'essence de la vie paysanne. Puis, je vous présenterai les différents intervenants et l'angle qui sera le leur pour ce sujet. L'histoire politique du monde agricole en France est extrêmement complexe. Jean-Louis Laureau, fondateur de notre association, à notre instant de monde, s'efforce d'en tracer les grandes lignes depuis plusieurs numéros du Lien. Je vous invite à les lire et les relire pour comprendre les racines des choses. Il n'est pas question de rentrer dans cette complexité ici, je n'en ai ni le temps ni les compétences, mais je vais essayer de mettre en lumière quelques axes de réflexion. Les paysans vivent de ce qu'ils produisent. Cette assertion semble une lapalissade. Bien sûr, les paysans nourrissent le monde, donc les premiers qu'ils nourrissent, ce sont eux-mêmes. Pourtant, pour vivre de ce que l'on produit, il faut que soient respectés les principes de base que sont la justice et la liberté. Pour la justice, c'est le juste prix, payer une denrée selon sa valeur. Pour la liberté, c'est celle de cultiver comme on l'entend, chaque paysan étant maître chez soi. Or, l'agriculture est régentée depuis plus de 60 ans par des lois dites d'orientation agricole. La première grande loi d'orientation date de 1962. C'est la loi dite Pisani, qui voulait arriver à l'autosuffisance alimentaire de la France. Et cela par la productivité à tout crin, alors qu'en 1962, nous étions presque arrivés à l'autosuffisance alimentaire. Si on avait laissé les choses se faire naturellement, on ne serait pas arrivé à une surproduction qu'il a fallu ensuite casser. 30 ans plus tard, en 1992, l'Europe met en place la politique agricole commune, où les prix des denrées agricoles sont indexés sur le marché mondial, ce qui signifie le plus bas prix. La différence entre ce prix et le prix réel est payée sous forme d'indemnités versées par l'Europe aux agriculteurs. Quel est le résultat? Tout d'abord, c'est une évidence, l'agriculteur ne vit plus de son travail, mais du bon vouloir de l'Europe. Il vit donc comme un mendiant. Mais un mendiant très occupé, car en plus de son travail, il doit remplir un nombre de papiers qui sont un casse-tête et qui ne correspondent plus du tout à la vie paysanne. Ensuite, l'agriculteur peut facilement devenir chasseur de primes. Sa production sera conduite en fonction de l'abondance des primes pour telle ou telle culture. Au fil du temps, les normes et les directives vont s'accumuler et se complexifier. Par exemple, sur les haies, sur les tas de fumier, sur les nitrates, sur l'eau, au point de devenir un millefeuille administratif. Et au point que, pour certaines des normes,
Les agriculteurs ne savent même plus ce qu'ils ont le droit de faire ou non. Mais ceux qui sont tenus par les aides de la PAC sont bien obligés de les suivre. On pourrait penser que ces malheurs suffisent déjà à étouffer l'agriculture. Pourtant, ils font le lit d'un troisième, que Philippe de Villiers appelle le malheur des Khmers verts. C'est l'écologie transformée en arme lourde. L'écologie devenue une nouvelle religion avec ses veaux d'or et ses incantations, ses obligations et ses interdictions. Cette écologie envoie contre les agriculteurs des milices chargées d'une surveillance stricte et sans miséricorde. Les délits de bon sens seront désormais punis en justice pénale. Pour un tas de fumier qui dépasse 20 cm la hauteur autorisée, ou pour avoir arrosé vos cultures au-delà de la quantité d'eau autorisée, vous serez traduit en justice comme un malfaiteur. Délit de bon sens. Voilà de quoi les agriculteurs soucieux de bien faire sont accusés. C'est pourquoi ils ont trouvé une manière à la fois parlante et humoristique de traduire cela. Ils ont retourné les panneaux de leur village. Opération dans laquelle un certain nombre de maires les ont aidés, car eux aussi sont aux premières loges de ces normes et paperasseries. Ces panneaux retournés signifient « on marche sur la tête ». C'est le coup de gueule des gens qui en général ne font pas parler d'eux, le coup de gueule des taiseux, ceux qui travaillent et supportent. C'est donc une révolte qui vient de profond et qui a fleuri en barrage sur les routes et autoroutes. Le monde paysan qui vit dehors sans qu'on le voie est sorti dehors de manière à se faire voir pour protester contre cette marche inexorable de l'absurde. La manière dont leur révolte a été accueillie par le grand public révèle combien les racines paysannes affleurent encore au cœur des gens. Tout le monde sent ce qu'il y a de juste, d'authentique dans cette révolte. Car cette crise paysanne est révélatrice d'une crise de société que tout le monde pressent ou vit. Crise de société, crise de la subsidiarité. Comme le disait un dirigeant européen, il faut appliquer le principe de subsidiarité. Je cite, « Tout ce qui n'est pas faisable par l'Europe doit être transmis à l'échelon national. » J'espère que vos oreilles bourdonnent. Je vois qu'il y en a certains qui réagissent. Car cette définition est l'inverse de la subsidiarité définie par la doctrine sociale de l'Église catholique. Selon la doctrine sociale, la subsidiarité, c'est ne faire à l'échelon supérieur que ce qui ne peut pas être fait à l'échelon inférieur. Ils ont donc inversé la définition et appliquent un principe de subsidiarité renversé. Cela évoque un état d'esprit caractéristique d'une certaine classe dirigeante. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux qui savent sont en haut. Ils peuvent planifier les épandages, les plantations, les friches, les cours d'eau. Et ceux qui ne savent pas, ce sont ceux qui travaillent et qui donc deviennent des purs exécutants. Cet état d'esprit, transcrit dans un cadre normatif de plus en plus contraignant, nous en avons la signature dans le traité de Lisbonne, fait dans le dos des Français. Michel Onfray le nomme « coup d'État », à l'encontre du refus massif de la Constitution européenne, pourtant exprimé clairement aux politiques par le référendum de 2005. Et puis, il y a eu la loi sur le mariage pour tous, pour laquelle des millions de personnes dans la rue n'ont strictement rien changé. Il y a un agenda politique. Tout ce qui contrevient à cet agenda est le fait d'empêcheurs de tourner en rond de ceux qui ne savent pas quel est leur bien. Mais ce refus de la vraie subsidiarité a des conséquences sur l'ensemble de la société. Elle induit des attitudes qui creusent un fossé avec la culture paysanne. Prenons le rapport au travail. En ayant de moins en moins de responsabilités et de poids dans les décisions, les gens s'intéressent de moins en moins à leur travail. Au moment des 35 heures, on a senti que l'attrait du week-end dépassait l'attrait du travail. Dès le jeudi, on pense au week-end.
Avec les RTT, on peut même prendre des vacances n'importe quand. Avec le Covid et le confinement, le phénomène s'est accentué. C'est même l'ardeur au travail qui a été atteinte. Aujourd'hui, elle est devenue une vertu rare. En témoigne une analyse de Thomas Morel sur la productivité française. Il explique que, je cite, « Une heure de travail d'un salarié français produit 6,4% de richesse de moins qu'en 2019. En 2008, 62% des Français étaient d'accord avec la maxime de Nicolas Sarkozy, « Travailler plus pour gagner plus ». En 2022, ils ne sont plus que 29%. Spectaculaire retournement. Le taux d'absentéisme explose. Tous ceux qui emploient des salariés le savent. On parle maintenant de polyabsentéisme. Et comme le dit très bien l'économiste Olivier Babot, on a construit une sorte de village Potemkin dans lequel les individus peuvent travailler moins sans renoncer à leur confort. Ces vacances, qui prennent plus d'énergie que le travail, ont pour corollaire le fait qu'il n'y a plus d'enracinement, ni dans un lieu de vie, ni dans un travail. Nos parents pouvaient faire toute leur carrière dans la même entreprise. Aujourd'hui, on considère cela comme s'encrouter. La vie est pour ceux qui savent changer. C'est la civilisation du nomadisme. En perdant l'enracinement, l'homme moderne a perdu sa consistance. Ainsi, comme le dit Pierre Labrousse, la modernité est une universelle liquidation de la substance. Aristote disait « Sont vrais les discours qui ressemblent aux choses. En perdant le réel, on perd donc aussi la vérité. » Partout règne l'ouate d'un bonheur garanti par droit opposable, à condition d'intégrer les standards administratifs. La mort aussi a été liquidée. Disparition des catafalques, puis du corps des défunts, puis des mots, et pour finir, disparition de son caractère imprévu et involontaire. Cette transformation de société repose sur une transformation radicale du jugement sur ce qui est bien et ce qui est mal. C'est l'éternel péché qui revient, celui d'Ève qui mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Où voit-on cette transformation du jugement ? Tout particulièrement dans la justice, qui se préoccupe plus du condamné que de la victime, à un degré qui devient terrifiant. Mais aussi dans l'école, dans les lois bioéthiques, dans l'effacement des services publics au profit des services privés, dans la perte progressive de la liberté d'expression, dans le refus de la conversation civique. Les analystes avisés voient dans tout cet effondrement la conjonction de l'ultralibéralisme et du libertarisme. La société marchande a donné la main à la société libertaire et ensemble, ils nous entraînent vers une mondialisation heureuse dont la signature est le droit à l'avortement mis dans la Constitution. Le découpage en petits morceaux des responsabilités, comme nous l'avions vu l'an dernier d'après l'analyse d'Hannah Arendt sur le totalitarisme, est aussi une cause de l'absence de bon sens. Quand les responsabilités sont diluées, plus personne n'est responsable. Et aujourd'hui, ceux qui le sont encore un tant soit peu craignent pour leur réputation, parfois même pour leur vie. Les mères se font agresser. Pourtant, une amie mère nous disait qu'elle n'était pas responsable de ce que sa mairie entreprenait, que ce n'était pas elle qui décidait. Nous lui avons demandé « Mais qui alors ?» Elle a répondu « C'est compliqué ». Je ne peux détailler ici toutes les causes de l'effondrement actuel, ce ne serait pas le sujet. Mais ces conséquences creusent un fossé entre le bon sens paysan et la manière de vivre que l'on pourrait qualifier de citadine. Les agriculteurs travaillent dur, ils n'ont pas de RTT, ils prennent peu de vacances. Comme le dit Michel Onfray dans une interview à propos des manifestations, c'est un peuple travailleur, dur à la tâche, endurant, laborieux, vertueux, qui ne se plaint pas. Et le travail qu'il réalise n'est pas un travail servile, c'est le plus beau métier du monde, comme l'ont exprimé plusieurs agriculteurs au micro des journalistes.
mais ils en vivent difficilement. Et quel abîme entre eux et ceux qui sont en vacances plus souvent qu'ils ne travaillent. Comment se comprendre? Le sens du travail, du labeur, fait partie des fondamentaux de l'enseignement du Père Emmanuel que nous avons reçu au tout début des Journées paysannes. Père Emmanuel ici présent. Il disait « La terre fait naître la patience, elle fait naître aussi la persévérance. » Le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Laborem Exercens, a souligné que le travail nécessitait une certaine vertu. On aura beau être remarquablement doué et compétent, sans cette ardeur, le travail ne s'accomplira pas ou s'accomplira mal. La terre fait naître les vertus. Vous trouverez tout ça dans la conférence du don de la terre, qui analyse les différentes vertus que fait naître le travail de la terre. Mais ces vertus sont devenues incomprises et, de toute façon, elles ne permettent plus de vivre. Pourtant, Jésus nous a bien dit « Heureux les doux, ils posséderont la terre ». Les souffrances agricoles ne font que révéler un océan de souffrances, de contradictions, d'injustices dans tous les domaines. À ce niveau de la réflexion, deux questions se posent. La première, c'est comment en est-on arrivé là? Il nous faut relire le discours de Solzhenitsyn à Harvard. Ce discours a pour titre « Le déclin du courage ». Son analyse est très simple. On en est arrivé là par manque de courage. Je vous lis un petit passage. Le déclin du courage est peut-être ce qui frappe le plus un regard étranger dans l'Occident d'aujourd'hui. Le courage civique a déserté, non seulement le monde occidental dans son ensemble, mais même chacun des pays qui le composent, chacun de ses gouvernements, chacun de ses partis. Ce déclin du courage qui semble aller ici ou là jusqu'à la perte de toute trace de virilité se trouve souligné avec une ironie particulière dans les cas où les mêmes fonctionnaires sont pris d'un accès subi de vaillance et d'intransigeance à l'égard de gouvernements sans force, de pays faibles que personne ne soutient, ou de courants condamnés par tous et manifestement hors d'état de rendre un seul coup. Faut-il rappeler que le déclin du courage a toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la fin? La deuxième question, c'est maintenant, que faire? Et là, je répondrai avec un tout petit extrait que j'ai trouvé chez Martin Stephens, qui va nous parler tout à l'heure. La grâce, dit-il, ne détruit pas la nature, selon la théologie thomiste, mais l'élève en la soignant. Notre nature d'homme exige qu'on se défende, qu'on combatte ce qui insulte notre humanité. La grâce n'est pas de ne pas se battre, elle n'est pas de refuser tout combat, sans quoi la grâce insulterait la nature. Quand on est contraint à la guerre par la force des choses, dans un monde qui n'est pas le paradis, la grâce serait de trouver à se battre sans entrer dans la logique du mal. En tout cas, cette crise révèle qu'il n'y a plus de fécondité propre au système politique et social dans lequel nous vivons. C'est un système qui s'autodétruit, car les êtres qui vivent dedans sont amoindris et non grandis. En effet, la fécondité, c'est donner naissance à plus grand que soi. Le gland qui donne naissance au chêne est infiniment dépassé par celui-ci. La fécondité, c'est donner naissance à un être vivant de sa vie propre, un être qui aura lui-même à terme sa propre fécondité. Notre sujet est donc tout à fait d'actualité, et c'est le moment de parler de la fécondité de notre association. La plupart d'entre vous connaissent déjà l'histoire de notre association, mais je vais tout de même en retracer les grandes lignes pour ceux qui ne nous connaissent pas. Les Journées paysannes sont nées en 1992, donc au moment de la Pâque. Jean-Louis Leroux, fondateur de l'association, s'inquiétait. Il pressentait qu'il y avait dans toutes ces nouveautés
comme dans le grand mouvement qui avait suivi les deux guerres, quelque chose qu'il n'arrivait pas à accorder avec son sens profond de la paysannerie. Et sans doute n'était-il pas le seul à s'inquiéter, car quand, avec un prêtre de paroisse rurale, le père Emmanuel, ici présent, ils ont proposé de réunir des paysans et des prêtres pour parler de la question paysanne, beaucoup de paysans ont répondu oui et sont venus. Ils ont tellement aimé cette rencontre entre paysans de régions, de cultures, de manières de faire différentes, qu'ils ont voulu recommencer. Et ainsi, d'année en année, les journées paysannes ont écrit leur histoire à travers rencontres et réflexions. Bien sûr, les avis, au sens politique ou syndical, ont pu diverger. Bien sûr, cette petite association était plus de l'ordre de la réflexion que de l'action. Aussi, face à tout ce qui arrivait, elle semblait bien peu armée pour combattre. On nous a pourtant accusés de faire un combat d'arrière-garde. Mais aujourd'hui, nous avons tendance à penser que c'est plutôt un combat d'avant-garde. En tout cas, l'association a grandi, a fleuri dans beaucoup de régions, semant des groupes de prière et de réflexion, proposant une réflexion autour des sols dans les fermes des uns et des autres. Une revue est née dont le titre, Le Lien, signifie ce dont elle est dépositaire, du lien entre les membres de l'association. Ainsi, cette revue est pleine des comptes rendus des différentes réunions qui ont eu lieu ici ou là, pleine des réflexions des uns et des autres sur les sujets qui touchent la paysannerie. Nous y faisons aussi mémoire des morts. Au fond, même si les avis peuvent diverger entre des gens qui n'ont pas les mêmes cultures ni les mêmes manières de cultiver, ce qui nous unit le plus profondément est peut-être ce vieux mot désuet et qui peut parfois sonner comme une insulte, le mot de paysan. Le paysan est l'homme du pays, il aime sa terre et la connaît par cœur. Le paysan chrétien la reçoit de Dieu. Il a, selon la merveilleuse expression trouvée par Dominique Grève, la terre au cœur et le cœur au ciel. Dans le regard chrétien, il y a le respect, le refus de faire souffrir. Cette volonté de faire amitié avec toute la création, comme le dit si joliment Henri Pourrat. Paradoxalement, c'est la disparition progressive des paysans qui a fait naître cette réflexion. Car quand ils faisaient partie du paysage, nous n'avions pas besoin d'analyser leur présence. Monseigneur Brincard, alors évêque du Puy-en-Velay, déclara « Les journées paysannes apparaissent pour nourrir l'espérance paysanne. » Et le père Roquette, fidèle soutien depuis le début, nous a souvent redonné courage en disant que l'association était prophète. Le prophète peut annoncer des malheurs, mais il est surtout porteur d'une espérance. Le lien à la terre est voulu par Dieu, et donc Dieu le protégera. Ce qui fait la spécificité des journées paysannes n'est rien d'autre que ce qui fait les paysans. Aussi, nous nous sentons en harmonie avec tous ceux qui aiment la vie paysanne et en parlent avec passion, comme j'ai cité Michel Onfray tout à l'heure, par exemple. En effet, la vie paysanne passionne ceux qui la découvrent de l'intérieur, car elle répond à beaucoup d'attentes. Au fond, ce qui fait le cœur de nos réflexions, c'est le réel, la vie, que nous cherchons à comprendre dans sa complexité. Et c'est pourquoi il est si ardu parfois de se mettre d'accord. Pourtant, voir la complexité des sujets permet justement de rester en amitié, même si nos expériences nous donnent des points de vue différents. J'ai toujours été étonnée du peu d'engouement des paysans à mettre en valeur leurs recherches agronomiques. Mais, disent-ils, ce qui est vrai dans telle parcelle ne l'est pas dans une autre. Ce qui est vrai une année ne l'est plus l'année suivante. Parfois, vous semez dans des conditions déplorables, à l'envers de tout ce qu'il faudrait faire, et vous obtenez une récolte magnifique. Et parfois, vous vous réjouissez d'un semis fait dans des conditions parfaites, et votre récolte est tout à fait médiocre. Comment écrire là-dessus? Alors, est-ce à dire que la maxime de Montesquieu est réalisée? Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà? Comment comprendre que c'est en fait tout le contraire? Il y a une vérité de la création, une vérité telle que tous les paysans du monde forment une famille qui se comprend intuitivement. Et pourtant, cette vérité implique des aléas, une complexité telle que notre esprit n'a jamais fini de comprendre les interactions entre les choses.
il y a 30 ans, les journées paysannes ont été pionnières de la recherche agronomique. L'idée de visiter une ferme, d'en regarder les cultures, d'en comprendre les enjeux à la lumière du mystère de la création, était assez nouvelle à l'époque. Chercher comment cultiver mieux, et non forcément comment produire plus, avec prudence, avec sagesse. D'autres, bien sûr, ont fait aussi ces recherches. Et ce sont les paysans eux-mêmes qui ont remis en lumière la vie de la terre. Plus tard, des organismes d'État qui ont les moyens ont continué ces recherches. Mais s'il n'y avait pas eu d'abord des paysans qui alertent, il n'y aurait pas eu d'organisme d'État. Il y a cette complexité et il y a la recherche de l'intelligence. Quel lien entre les choses, entre les êtres? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est pourquoi nous essayons dans nos journées d'avoir un point de vue différent sur un même sujet. C'est un exercice pour l'intelligence qui la force à faire le lien entre les choses, à les voir dans leur complexité et qui permet à terme de tirer le fil de la réflexion. Bien sûr, le temps est toujours trop court sur un week-end et on en ressort toujours en ayant l'impression d'avoir à peine abordé le sujet. La fécondité des journées paysannes est cette richesse d'amitié et de réflexion déployée depuis 30 ans. Richesse qui permet des échanges, et ce sont les échanges qui permettent à la vie de se déployer, car une idée en amène une autre, et un soutien est parfois salvateur. Il y a aussi, c'est sûr, les déceptions et les échecs. Comment pourrait-il en être autrement, car nous sommes tous pauvres, pécheurs, et soumis à des pressions terribles. Si l'association, en tant que creuset de réflexion, de prière et d'amitié, encourage la vie paysanne et permet que demeurent ces fermes qui sont des oasis où l'on est heureux d'aller se poser pour y découvrir les merveilles de la nature, y retrouver le goût des choses et le lien avec Dieu, alors elle aura accompli sa vocation. À la lumière de l'actualité et de la grâce particulière des journées paysannes, nous allons approfondir le thème de la fécondité. Pour commencer, il y aura une conférence agronomique. Monsieur Audebeau qui parlera de la culture de la vie en vue de la fécondité. Il traitera du travail du sol, de ce qui est nécessaire pour qu'un sol soit le plus apte possible à rendre une semence féconde. En même temps, l'un de nos jeunes, Luc Deveau, qui a préparé une intervention sur la graine, semence de fécondité. Nous sommes très heureux que Luc ait accepté de répondre à notre demande, car il n'est pas évident pour un jeune de faire une conférence. Mais Luc a travaillé longtemps à la ferme Sainte-Marthe, qui produit des semences, et il est aujourd'hui artisan semencier en Normandie. Il a donc déjà une expérience très riche qu'il pourra nous présenter. La graine est la base de la souveraineté alimentaire. Il interviendra avec Madame Véronique Chable, qui est agronome, chercheuse à l'INRA, et qui s'intéresse beaucoup aux vivants, particulièrement aux variétés paysannes de blé. Elle a cofondé le réseau Semences paysannes dans les années 2000. Madame Chable est déjà intervenue lors d'une journée régionale en Anjou et elle a fait une intervention sur la biodynamie dans notre webinaire sur ce sujet qui s'est tenu cette année. Ainsi, nous plongerons immédiatement dans le mystère de la fécondité de la vie, concrètement. Puis, nous accueillerons Martin Stephens, professeur de philosophie à Metz et philosophe. Il a publié plusieurs livres. L'amour vrai, Rien que l'amour, Faire face et d'autres. Chacun traitant d'un sujet actuel et très important. Rien que l'amour, c'est à propos des violences du terrorisme et des violences actuelles. L'amour vrai traite de la pornographie. Je vous le conseille parce que c'est magnifique. Enfin, ils sont tous magnifiques. Et Faire face, c'était à propos du confinement et des masques. La valeur du visage. Nous suivons ces publications et ces interventions depuis quelques années déjà, et nous sommes très très heureux qu'il ait accepté de venir nous parler, car nous nous sentons en grande communion avec ses analyses. Avec lui, nous nous poserons les questions de la fécondité du point de vue philosophique. Quelle est-elle? Qu'est-ce qui la différencie de l'efficacité?
Le fait que le travail soit devenu pénible depuis le péché originel est-il un gage de fécondité? Si le travail est nécessaire, en quoi la fécondité porte-t-elle une part de gratuité? Si Dieu fait pousser, pourquoi travailler? Cette intervention sera suivie par un temps d'échange qui commencera par la réaction du Père Nguyen. Dimanche, nous commencerons notre journée avec le Père Drouot, vicaire général du diocèse d'Autun, et qui accompagne, ou en tout cas accompagné plusieurs fois, le groupe de Bourgogne. Puis le Père Nguyen parlera de la fécondité d'un point de vue théologique. Le Père Nguyen a fondé l'Institut Plantatio. C'est un institut de formation des maîtres destiné à ouvrir des écoles paroissiales. Son institut se trouve à Saint-Gaudard. Ces écoles paroissiales dont rêve le Père Nguyen sont tout à fait dans l'esprit des journées paysannes. Aussi, nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Et il travaille sur la théologie de la création et la théologie de la pastorale. Il me semble que c'est ça. Donc là, il évoquera la fécondité d'abord liée à la bénédiction de Dieu. Est-ce le travail ou la foi qui permet de porter du fruit? Car nombreuses sont les occurrences bibliques où le péché a empêché la fécondité. On trouve aussi cet aspect dans l'enseignement de la Salette, fécondité physique des plantes et des animaux, fécondité spirituelle de notre vie. Quel est le lien entre les deux? Nous avons voulu cette année mettre l'accent sur les groupes régionaux. Le thème s'y prête bien. La fécondité viendra des liens que nous créons et que nous entretenons. C'est ensemble que nous sommes plus forts et plus vivants. Il était difficile de trouver un temps long pour se réunir en région. Nous en avons choisi un par défaut. Ce sera juste après la conférence de Martin Stephens. Donc vous pourrez, dès la fin de la conférence et des échanges, suivre le groupe de votre région. Et nous irons dans une salle où nous ferons connaissance et pourrons répondre à quelques questions qui ont été préparées au préalable. Et bien sûr, vous pourrez à nouveau échanger ce soir autour du traditionnel buffet campagnard dont la réputation n'est plus à faire. Dimanche, après le déjeuner, Anne-Laure Glessner, qui s'occupe plus particulièrement du lien avec les régions pour l'association, prendra un petit moment pour en parler. Et elle vous présentera particulièrement, si je crois bien, le fonctionnement du groupe Bourgogne. Ouais. L'adoration et la messe sont les moments forts de nos retrouvailles. Comme chaque année, nous aurons donc l'adoration samedi soir, après la réunion des régions. La nouveauté est La nouveauté est qu'elle aura lieu dans la basilique et non dans la salle des conférences comme nous l'avions fait l'année dernière. Plusieurs prêtres seront à votre disposition pour les confessions, ce dont nous les remercions beaucoup. Pendant ce temps, vous sera proposé de noter sur un papier les intentions qui vous tiennent à cœur. Ces papiers seront déposés dans un sac en forme de cœur que nous apporterons en procession à la chapelle des apparitions. Et ce sac sera déposé au pied du Sacré-Cœur. Nous le donnerons à une sœur, à la prieure des sœurs visitandines. Nous avons eu à cœur de faire cette démarche face à tous les problèmes que traversent les paysans aujourd'hui, pour marquer notre cri vers Jésus. Sauve-nous, Seigneur, nous périssons. Parel Monial est entré dans l'année du jubilé. C'est l'anniversaire des 250 ans des apparitions du Sacré-Cœur à Marguerite-Marie. Nous pourrons donc faire les démarches de jubilé qui nous seront expliquées à la fin de l'adoration et qui nous ont été expliquées ce matin. Pendant la nuit, l'adoration nous sera à nouveau proposée. Elle s'étendra selon les horaires auxquels il y aura des volontaires. Pour cela, une feuille est affichée dans l'entrée. Inscrivez-vous. Dimanche, la messe de 11h aura lieu à la basilique et sera présidée par le Père Drouot. Voilà, nous formons une grande famille. Que ceux qui sont seuls et se sentent perdus n'hésitent pas à se rapprocher de nous. Alors je parle, nous, de bien sûr tous les membres du conseil. Mais nous, ça concerne tous les habitués. Donc tournez-vous vers tous ceux qui sont à côté de vous. Vous trouverez forcément un habitué qui pourra vous guider et faire connaissance avec vous. Voilà. Bon week-end à tous. Merci d'être si nombreux. C'est encore une fois une grande joie. Et à très vite.
Merci.